sont sur place. Va-t-on vers une désescalade autour de la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d'Europe, face au risque d'accident nucléaire? Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont renoué le dialogue hier. Résultat, une mission de l'AIEA devrait se rendre sur le site de la centrale dans les plus brefs délais. Comment cela va-t-il s'organiser? Élément de réponse avec Marion Sacuto. Lancer cette mission le plus vite possible, c'est l'objectif de Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. La communauté internationale craint un incident nucléaire dans la centrale de Zaporijia. Le bombardement systématique du territoire de la centrale nucléaire de Zaporijia crée un danger de catastrophe de grande envergure qui pourrait conduire à la contamination radioactive de vastes territoires. Le président français impose tout de même une condition, que les inspecteurs de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, passent par l'Ukraine et non par la Russie. La raison ? Ne donner aucune forme de légitimité à cette occupation. Ces experts doivent se rendre sur la centrale pour rendre compte de son état. Lors d'une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky cette semaine, le secrétaire général de l'ONU a réclamé la démilitarisation de la zone. L'équipement et le personnel militaire doivent être retirés de l'usine. Tout nouveau déploiement de forces ou d'équipement sur place doit être évité. Tout dégât potentiel à Zaporijia serait un suicide. L'Élysée affirme que le déploiement de la mission sera au menu d'une nouvelle discussion qui devrait intervenir dans les prochains jours. Général Slovency, on reviendra avec vous sur la situation autour de la centrale nucléaire de Zaporijia la prochaine demi-heure. Est-ce qu'on peut y croire? Est-ce qu'on va vers une bonne nouvelle? Mais d'abord, on voudrait vous entendre dans ce journal sur ce statu quo sur le terrain, les Russes qui n'avancent plus, les Ukrainiens qui avancent un petit peu. On va regarder le sujet, puis on en parle juste après, parce que Vladimir Poutine, s'il semble avoir repris la main sur le dossier de Zaporijia, eh bien, ce n'est pas la même musique sur le terrain. En effet, son armée s'embourbe à la fois dans le Donbass, mais également au sud de l'Ukraine. C'est en tout cas ce qu'avance le Pentagone. Alors faut-il y voir une guerre de position? Élément de réponse avec Alexis Vallée. Les forces russes démontrent un manque total de progrès sur le champ de bataille. C'est ce qu'estime une haute responsable du Pentagone. Nous constatons un affaiblissement net des positions russes à plusieurs endroits. Vladimir Poutine tablait sur une guerre éclair. Pourtant, près de 6 mois après le début du conflit, à l'est, les forces russes patinent dans le Donbass et peinent à conquérir la région de Donetsk. Mais si les fronts est et sud n'avancent pas, ils ne reculent pas pour autant. Les Ukrainiens peinent eux aussi dans leur contre-offensive. Nous n'avons pas constaté de reprise de territoire. Face à cet enlisement, les Russes semblent compter, selon le ministère de la Défense britannique, sur le maintien en alerte des forces ukrainiennes. Les forces russes tiennent relativement le secteur de Kharkiv, mais continuent de mener des raids locaux. Ils essaient probablement de forcer l'Ukraine à maintenir des forces importantes sur ce front pour les empêcher d'être employées comme force de contre-attaque ailleurs. Selon le Pentagone, entre 70 000 et 80 000 Russes sont morts ou blessés en Ukraine, soit en moyenne près de 450 soldats russes par jour. Et pour en parler, le général François Chauvency, consultant en géopolitique et enseignant. Concrètement, à l'instant T, comment est-ce qu'on explique un tel enlisement de la part de l'armée russe, général? J'ai quand même le sentiment que c'est un enlisement partagé. Simplement parce que de part et d'autre, les armées sont épuisées. Elles ont été usées par des tirs d'artillerie incessants. Quand on voit le bilan des pertes estimées, en gros 80 000 du côté russe, morts et blessés, chiffre toujours à prendre avec précaution. Selon le Pentagone, voilà. De l'autre côté, on est à sans doute 50 000 d'après les recoupements de chiffres, donc un peu moins nombreux, mais quand même très conséquents. Donc on est quand même sur une guerre qui toucherait entre 100 et 150 000 morts et blessés en 6 mois, ce qui est énorme. Et de part et d'autre, il faut bien reconstituer les effectifs, être capable de mener des attaques. En plus, du côté russe, on voit bien qu'ils sont soumis à une forme de guérilla bien mise en valeur, certes, avec une réalité sur le terrain qui fait que les forces qui auraient été susceptibles de reprendre une offensive sont occupées à protéger les sites sensibles parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes. N'oublions pas que de part et d'autre, les effectifs sont faibles. On a 200 000 hommes du côté russe, maximum, depuis le début de la guerre, il y a peut-être même moins aujourd'hui, sur 1000 kilomètres, sur un certain nombre de dizaines de kilomètres, sur une centaine de kilomètres de profondeur. Donc déjà, difficulté, les actions de guérilla qui diluent les forces. Et de l'autre côté, c'est un petit peu pareil, c'est 1000 kilomètres de front, une armée qui était à 200-250 000 au début de la guerre avec les réservistes, qui monte en puissance parce que les Ukrainiens revendiquent 1 million d'hommes appelés sous les drapeaux, mais ils en seraient à 700 000. Donc c'est pareil, on a une usure de part et d'autre, et on est dans une guerre d'attrition. Donc l'artillerie
fait son rôle, qui est d'user les forces adverses. Est-ce que vous pensez que les Russes comme les Ukrainiens sont capables de se refaire une santé dans les semaines à venir? Alors pour les Russes, j'ai de plus grands doutes que ce soit possible, parce qu'on a suffisamment d'éléments qui laissent supposer que l'armée russe n'est pas vraiment en mesure de recompléter ses effectifs d'une manière Il n'y a pas d'aide efficace. extérieure en plus. Voilà, il n'y a pas d'aide extérieure. Du côté ukrainien, il n'y en a pas vraiment non plus, mais on revient toujours, et un argument que disent volontiers les Ukrainiens, on défend sa terre, on défend sa maison, on défend sa famille. L'autre côté, ce n'est pas la même chose. Donc la motivation est différente. Donc il est peut-être plus facile, même s'il y a des problèmes, de trouver des combattants pour défendre sa terre que pour mener une guerre d'agression, comme c'est le cas du côté russe. Donc voilà la situation. Le moral est important. Donc voilà, nous sommes dans une guerre d'attrition. Maintenant, quand est-ce que ça va exploser? Au sens, quel est celui qui va prendre l'initiative pour reprendre l'offensive, que ce soit d'un côté dans le Donbass, ou de l'autre côté dans la région de Kherson, d'un côté du côté ukrainien pour récupérer au moins la partie ouest du Dniepr, et puis pour les Russes, les deux villes Sloviansk et Bakhmout, dont on ne parle plus depuis plusieurs semaines, même s'il paraît qu'il y a des combats sporadiques, qui étaient quand même les objectifs pour conquérir complètement le Donbass. Bon, général, vous allez voir que dans le même temps, malgré cette guerre qui s'enlise, les évacuations se poursuivent par milliers depuis les territoires occupés par la Russie. Plus de 21 000 personnes ont été évacuées en 10 jours, selon la vice-première ministre ukrainienne Irina Vereshchuk, parmi lesquelles plus de 9 000 de la région de Zaporijjia et plus de 8 000 de la région de Kherson. On en vient à cette nouvelle coupure du gazoduc Nord Stream 1. Le géant gazier russe Gazprom va de nouveau interrompre ses livraisons du 31 août au 2 septembre pour maintenance, dit-il. Bonjour Thierry Brosse, vous êtes spécialiste des questions énergétiques, professeur également à Sciences Po. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors Gazprom affirme qu'une maintenance des équipements est nécessaire, je cite, toutes les 1000 heures. Alors si on fait le calcul, ça veut dire tous les 41 jours. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut vraiment autant de maintenance? Non, je crois que ce que vous avez, on est en présence du principe d'incertitude, c'est-à-dire que Vladimir Poutine décide lui-même quand est-ce que la turbine va envoyer du gaz ou pas. Je crois que le général vous a expliqué qu'il y avait une guerre en Ukraine, mais je crois qu'il y a aussi une autre guerre, qui est celle que Vladimir Poutine mène contre l'Union européenne, et il essaye de désunir l'Union européenne, et en arrêtant d'envoyer du gaz pendant quelques jours. Et en plus, la date est assez intéressante puisque c'est au moment où nous allons recommencer à travailler. Donc, nous allons devoir faire un choix entre remplir nos stockages gaziers ou arrêter des usines. Et vous voyez, Vladimir Poutine est en train de démentir ce que la Commission européenne vous a expliqué toute cette semaine, disant qu'on était confiant. À la fin, c'est malheureusement lui le maître des horloges. Bon, en tout cas, tout ça, ça va forcément raviver les craintes de pénurie en Europe, notamment pour l'hiver qui arrive. Tous les pays ont-ils préparé leur stock justement en vue de l'hiver? Oui, on a tous essayé de préparer nos stocks, mais encore une fois, ils sont moins élevés que ce qu'ils devraient être, puisqu'il faut les comparer à la moyenne des 5 dernières années et non pas à l'année dernière, qui était une année déjà spéciale, où Vladimir Poutine avait déjà utilisé l'arme gazière. Et je crois malheureusement, comme je l'ai souvent dit, que nous ne serons pas en capacité d'avoir des stockages pleins pour passer l'hiver sereinement. Je rappelle, pour passer l'hiver sereinement, il faut des stockages pleins à 90% et du gaz russe. Donc vous voyez, je crois que nous allons vers un hiver très compliqué avec un problème climatique. Nous sommes en train de brûler plus de charbon et plus de fioul pour générer de l'électricité qui va nous manquer, et un problème économique puisque nous allons avoir des industries qui vont s'arrêter malheureusement. Thierry Brosse, c'est trop tard pour se tourner vers d'autres fournisseurs avant l'hiver. On est condamné à avoir un hiver très compliqué. Oui, on est condamné à avoir un hiver très compliqué. Le temps dans l'énergie, c'est la décennie. Donc aujourd'hui, pour novembre, c'est terminé. Et effectivement, Vladimir Poutine sera le maître des horloges pendant tout l'hiver. On aurait dû se tourner vers le Royaume-Uni, par exemple, pour qu'il nous envoie plus de gaz pendant l'été, parce que pendant l'été, il y avait de la capacité. Malheureusement, on a été un peu... la Commission européenne est allée voir des pays qui, à mon avis, ne pouvaient pas nous amener plus de gaz, comme le Nigeria ou l'Azerbaïdjan. Donc nous payons aujourd'hui les conséquences de notre mauvaise prévision et de notre mauvaise analyse énergétique. Les industries vont-elles être les seules à payer en termes de restrictions, ou nous aussi, particuliers, eh bien, on va devoir se restreindre, par exemple, je ne sais pas, des douches plus courtes, moins chaudes? Alors, l'idéal, ça serait qu'ensemble, collectivement, on arrive à baisser notre demande énergétique gazière de 15%.
C'est extraordinairement élevé et je rappelle que tous ceux qui pensaient que la sobriété énergétique heureuse allait être capable d'arriver à ce résultat-là vont se retrouver démentis par les faits. Donc pour baisser de 15%, il faut que nous nous chauffions moins, mais encore une fois, là, c'est une volonté personnelle. Personne ne pourra aller vérifier chez vous si vous avez fait un effort ou pas. Donc, on risque d'avoir beaucoup de gens qui nous disent qu'ils ont fait des efforts. Et puis, malheureusement, vous savez, moi, je regarde les chiffres, dans les chiffres, voir que la baisse est très faible. Merci beaucoup. Allez-y, finissez. Oui, la deuxième utilisée pour le gaz, c'est l'électricité. Et donc, là, arrêter le gaz, c'est avoir des blackouts. Et la troisième, c'est, comme vous l'évoquiez, pour les industriels qui, eux, devront s'arrêter. Merci beaucoup Thierry Brosse pour votre expertise, c'était très clair et très concret. Direction le Royaume-Uni désormais, où une grève générale inédite paralyse une grande partie du pays en cause des salaires trop bas et une inflation qui dépasse les 10%. Alors selon certains syndicats, faute d'accord, le mouvement pourrait se poursuivre indéfiniment. Conséquence, vous allez le voir, le pays vit au ralenti. Florent Ferraud. La grève s'intensifie. De nombreux secteurs d'activité sont à l'arrêt. Pour des dizaines de milliers de Britanniques, la revendication est simple, un meilleur salaire pour faire face à l'inflation. Le peuple, ils sont inquiétés à cause de cette inflation maintenant à 13% chez nous, qui mange tous les revenus et surtout lié avec la montée du prix de l'électricité. Donc, des vraies peurs, de l'angoisse, la colère à cet gouvernement absent. Cette semaine, les usagers du métro londonien se sont parfois retrouvés devant des grilles fermées. Les gares sont vides, les trains à l'arrêt. Difficile dans ces conditions d'être à l'heure. J'ai déjà 1 heure de retard. J'ai utilisé l'overground, le métro et les bus. Et j'ai 1 heure de retard parce que le métro ne fonctionne pas. Normalement, il me faut environ 50 minutes pour aller à mon travail. Aujourd'hui, il va me falloir 1 heure et 50 minutes. J'espérais attraper un bus qui serait parti vers 8 heures. Là, il est environ 8h30 et aucun bus n'est encore arrivé. Les usagers vont devoir prendre leur mal en patience. Ces mouvements de grève sont prévus jusqu'au mardi 23 août minimum. Et bonjour à Sir Peter Ricketts, vous êtes ancien ambassadeur du Royaume-Uni à Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation dans LCI Midi. Alors on l'a vu, le Royaume-Uni connaît vraiment un mouvement de grève, son mouvement de grève le plus important depuis plus d'une décennie. Concrètement, comment l'explique-t-on ? Oui, c'est vrai, c'est un peu compliqué de se déplacer au Royaume-Uni en ce moment. Ce n'est pas une grève générale, c'est une grève dans les trains surtout et les transports en commun et qui, les chefs syndicaux disent qu'elle va être illimitée. Et au fond, le problème, c'est que nous avons une inflation très très haute et une croissance très basse. Alors une pression sur le pouvoir d'achat important. On prévoit que ça va baisser 4% en termes réels sur un an. Les gens souffrent, les prix augmentent, les salaires n'augmentent pas. Et la dernière fois qu'on a eu tout ça, c'était aux périodes Madame Thatcher, il y a 30-40 ans, là où on avait de très graves mouvements de grève partout, et tout le monde craint ici qu'on va vers une automne, un hiver extrêmement difficile socialement. C'est ce que j'allais vous demander. On voit que ce genre de grève, c'est beaucoup plus exceptionnel que chez nous en France. Le syndicat RMT, Rail Maritime et Transport, parle d'un mouvement, vous l'avez évoqué, qui pourrait se poursuivre indéfiniment et même s'étendre à chaque secteur de l'économie. Ce serait quoi la conséquence sur le Royaume-Uni ? Là, on va voir, parce que pour le moment, c'est relativement limité, mais vous avez absolument raison. Dans la période Madame Thatcher, on a plutôt cassé le pouvoir des syndicats ici. C'est maintenant plus compliqué d'aller en grève, il faut donner plus de préavis, mais on n'a pas eu cette combinaison de facteurs qui pèsent sur le pouvoir d'achat à ce point-là depuis beaucoup d'années. Alors oui, je pense qu'il y a un vrai problème, un vrai danger que ça va s'étendre, surtout dans les services publics, où on a un manque de main-d'œuvre. Et c'est causé en part par le Brexit et la difficulté d'avoir des citoyens européens pour travailler ici dans les systèmes de santé, par exemple, ou dans les aéroports, différents secteurs. Alors tout ça mis ensemble veut dire qu'on va avoir un automne très compliqué. Et en plus, on n'a vraiment pas de gouvernement en ce moment. Le gouvernement, c'est aux abonnés absents. Monsieur Johnson est parti en vacances. Les deux candidats pour être le leader sont en duel infini qui ne finit pas jusqu'à
au début de septembre. Et dans cette période-là, on est à la dérive un peu ici. On voit également que des Anglais refusent de payer carrément leur facture d'électricité, qu'ils jugent trop élevée. Est-ce qu'on assiste là à un début de désobéissance civile en Angleterre? Oui, on manque de politique gouvernementale sur cela. On a, comme les autres pays européens, la France et les autres, on a une très importante augmentation dans le prix de l'énergie. On est très dépendant ici sur le gaz pour le chauffage domestique et très dépendant sur le prix de marché du gaz. Alors, ça va énormément augmenter. On dit que ça va doubler encore d'ici le printemps prochain. Et on attend les décisions du nouveau Premier ministre sur le niveau d'aide des autorités publiques pour ceux qui ne peuvent pas se mettre face à ces prix très élevés d'énergie. S'il n'y a pas un mouvement très rapide du gouvernement pour augmenter les dispositions pour faire face à cette augmentation de prix, oui, on va avoir une désobéissance de plus en plus importante, les gens qui ne peuvent simplement pas payer leur facture d'énergie. Est-ce que tout ça, finalement, c'est la conséquence directe du Brexit? Brexit fait partie absolument de la conjoncture. Le gouvernement ne le dit pas, mais les problèmes sur les chaînes d'approvisionnement, par exemple, c'est plus cher maintenant d'importer, d'exporter à cause de la réglementation supplémentaire du Brexit. On a ce problème de manque de main-d'œuvre que j'ai évoqué, qui est en partie dû au Brexit et les contrôles d'immigration. Alors oui, absolument, Brexit, c'est une spécificité britannique qui dit que l'inflation ici est plus élevée que le reste de l'Europe et la croissance est plus bas. Ça, c'est, à mon avis, absolument vrai, mais on ne le dit pas dans la conjoncture actuelle britannique. Sir Peter Ricketts, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans LCI Midi et merci pour votre expertise. Retour en France, en Corse plus précisément.